Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler d'une très très grosse mise à jour Google qui est annoncée. Restez juste après ça. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis avec Benoît. Salut Benoît. Salut Anto, comment vas-tu? Ouais, je suis pas trop sûr de mon intro, tu vois. C'était vraiment très très improvisé, mais c'est pas grave. On va pas la refaire 50 fois. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, du coup, Benoît, on va commencer avec un article du blog du modérateur. Donc Ouais. je partage ça rapidement. Le blog du modérateur qui nous parle d'une mise à jour en tout cas qui était annoncée, Helpful Content Update. On verra ça tous ensemble. Juste après, on vous parlera d'un outil plutôt cool que j'ai découvert qui s'appelle Design Stripe. Design Stripe du coup qui vous permet de faire des illustrations un petit peu à la volée et qui vous aidera du coup pour récupérer des assets plutôt cool, vous verrez ça. Ensuite, on va parler d'un outil plutôt orienté dev qui vous permettra de pas mal automatiser, on va dire, automatiser des tâches. Intégration d'outils, ouais, Ouais, voilà. Donc ça, c'est exactement. Benoît qui vous présentera ça, très rapidement. Et puis, on fera un petit tour du côté des releases de Figma. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites, donc on fera un tour très rapide là-dessus. Ensuite, tac tac tac, on reviendra sur ChatGPT et on s'interrogera du coup si ChatGPT, du coup l'espèce de gros buzz autour de ChatGPT, vous avez certainement dû en entendre parler. Est-ce que ChatGPT peut remplacer Google? Donc ça c'est une question et un autre point de vue qu'on voulait aborder aujourd'hui pour voilà, pas uniquement le côté suggestion de texte voilà, ce dont on est habitué, mais plutôt le côté moteur de recherche. Et on terminera du coup avec Google Search qui va bientôt afficher des résultats sans fin. Voilà, donc ça c'est aussi une mise à jour qui est prévue. On va passer un peu en mode endless et ça aura certainement des impacts. Voilà pour ce programme qui est bien chargé. Et puis on conclura évidemment avec une annonce du coup de la première interview qui aura lieu du coup la semaine prochaine sur la chaîne Déclic. Voilà pour le programme. Benoît, est-ce que tu as des choses à dire en particulier? Non, 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 bah, commence par le premier sujet qui m'intéresse beaucoup, donc sur le SEO, qui est un sujet vaste Ouais, sur lequel Google fait des mises à jour régulières. ouais, Donc vas-y, je te laisse commencer sur ça et puis après, on échange là-dessus. ça roule. Allez, donc on commence du coup avec cette partie. Donc je vais me mettre du coup en plein écran. Donc je commence avec cet article du blog du modérateur. Je suis vraiment désolé, j'ai la voix qui ne doit pas être trop agréable à écouter, mais bon, c'est pas grave. Donc, Helpful Content Update, un déploiement mondial annoncé. Alors, Google annonce le déploiement mondial de son algorithme nommé Helpful Content Update. La mise à jour sera complètement déployée dans 2 semaines. Pour rappel, Helpful Content Update a été lancé en août dernier, seulement pour les pays anglophones, donc uniquement du contenu en anglais. La mise à jour est désormais appliquée pour toutes les autres langues, dont le français, selon le tweet ci-dessous. Donc là, il nous partage un peu le compte Twitter de Google Search Central. L'objectif est clairement affiché dans le blog post de Google, récompenser plus justement les pages qui offrent aux internautes une expérience positive, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne, contrairement aux pages qui ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Cela signifie que Google va sévir envers les contenus automatisés qui ont pour seul but de ranker, c'est-à-dire ranker, ça veut dire prendre des positions, on va dire, sur la page de résultats, et non être pertinent pour les internautes. Alors au niveau des conséquences, quelles conséquences sur le classement, le classement des sites web? Et coucou Philou qui nous rejoint et Bob the Bricoleur également qui est présent dans le chat, coucou à tous les deux. Donc concrètement, Google explique l'impact de Helpful Content Update pour les sites web. Tout contenu utile ou pas sur les sites identifiés comme publiant principalement des informations sans valeur ajoutée aura moins de chances d'être bien classé dans les résultats de recherche de Google. Si d'autres contenus en ligne sont plus pertinents, c'est pourquoi nous vous conseillons de supprimer les contenus inutiles. Il faut savoir quand même que c'est une mise à jour, alors ça je ne l'ai pas dit en préambule, mais c'est le Helpful Content Update, c'est quelque chose qui a déjà été annoncé, si je me trompe pas, courant août à peu près. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une surprise. Seulement là on y revient parce que en fait on a le passage, enfin ça va toucher toutes les langues à partir de très prochainement, du coup au mois de décembre visiblement.
En fait, en août, ça a été déployé sur Ouais, Google, pour toute la partie, sur la langue anglaise. ouais. Donc là, ça arrive en fait, et c'est généralisé sur toutes les langues. Ok, ouais, ouais, voilà. Bon, Donc il me semble. il Ça me a semble bien commencé parce que ça a commencé j'avais déjà déjà vu le passer des articles justement là-dessus, mais là c'était purement du test en fait sur la version mmh, anglaise. Et aujourd'hui ça va toucher absolument toutes les langues, donc visiblement exactement. leur test est concluant quoi. Le Euh, déploiement a déjà commencé, hein. Il a déjà commencé sur toutes les langues, ça a commencé, puis c'est un peu progressif, ils le déploient en 2 semaines. d'accord, ok. Alors concrètement, comment se préparer à le full content update? L'objectif pour les propriétaires de sites et les experts SEO, s'assurer que leurs contenus sont efficaces, fiables, axés sur l'humain et non sur les moteurs de recherche. Pour aider les personnes concernées à y voir plus clair, Google propose d'ores et déjà une page d'aide pour évaluer l'utilité et la fiabilité de leur contenu existant. Et donc si on va sur la page d'aide, voilà, vous avez ici toute une documentation en fait dédiée justement et qui qualifie un petit peu pour savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du contenu utile selon leurs critères à eux. Voilà pour cette mise à jour qui sera pas sans conséquence hein, parce que voilà Mmh. aujourd'hui beaucoup de sites, pas mal d'automatisation et ce genre de choses qui risquent d'être impactés et des positions fatalement en termes d'SEO, des positions Google qui vont évoluer. Ton regard là-dessus toi de Benoît du coup? Ouais, je pense que ça va être un peu progressif, ça va pas être de suite, en gros, ça va avoir un impact, mais Ouais, l'impact ne va pas être, énorme de suite pour tous les sites. Parce qu'à chaque fois, de toute manière, où Google implémente quelque chose, ils y vont progressivement. Le but, c'est pas de tacler tous les sites et de les rendre, de les déprioriser sur le moteur de recherche, mais d'y aller progressivement. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est que, avec cet update, Google dit clairement: «Ignorez-moi et faites du contenu pour votre audience». Donc c'est ça qui est important et en fait, il y a beaucoup de, sites, qui font du contenu, vraiment orienté pour Google, qui cherchent à ranker, à faire du SEO et là, on a vraiment, la volonté de Google de chercher à améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'année dernière, il y a eu un gros update sur la partie technique, côté Google qui concerne les Core Web Vitals. Donc je ne sais pas si vous connaissez, un petit peu les Core Web Vitals dans le chat? Donc en français, c'est les signaux web essentiels, hein. Donc en gros, l'idée, l'année dernière, en mi-2021, ils ont mis en place, les Core Web Vitals qui vont permettre, de quantifier, l'expérience utilisateur et la performance des sites internet. OK? Donc ce qu'il faut savoir, c'est le SEO, c'est 3 gros piliers. Donc il y a un pilier, technique, OK? Toute la partie, architecture du site, performance du site, et cetera. Il y a une partie, contenu, donc là, qui va avec cet update-là et puis il y a une partie, autorité de site internet. Donc l'autorité, c'est, qui parle de mon site, quels sont les liens entrant vers, mon site internet. OK? Donc plus on a de liens, plus on est autoritaire et plus la qualité de ces liens est bonne, plus c'est intéressant. Donc ça veut dire, typiquement, si Amazon me fait un lien, vers mon site internet, ça va avoir plus de poids que si c'est un petit site où il y a personne qui va dessus, qui me fait un lien. Et donc les Core Web Vitals, c'était ces 3 points, merci de l'afficher, LCP, FID, CLS. En gros, c'est des indicateurs qui vont voir si le site est performant ou non. Donc LCP, c'est, en gros, c'est largesse instantanéenne full page, donc c'est le temps de chargement de l'image la plus importante heu, sur le site internet, donc très souvent la première page, hein, on a sur le header. Il faut que ça charge en moins de 2 secondes 5, FID, la partie interactivité et en gros, en combien de temps je peux interagir avec le site internet et le CLS, donc là, c'est la stabilité visuelle du site internet. Heu, la stabilité, c'est, j'arrive sur un site, il faut pas qu'il y ait des choses qui popent dans tous les sens, il faut pas qu'il y ait une image qui mette du temps à se charger et qui arrive d'un seul coup. Il faut pas qu'il y ait des pop-up qui popent ou des publicités. Donc ça, c'était pour la partie technique et donc cette nouvelle mise à jour, elle met l'accent vraiment sur la qualité du contenu qui doit être partagé aux utilisateurs. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sites, qui font du contenu pur SEO, donc il y a des blogs qui font que ça et le but, c'est de les tacler un peu et de garder vraiment du contenu de qualité sur Google, quoi, tout simplement. ok, ok. Et alors c'est intéressant effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire que à aujourd'hui, et ça c'est souvent un problème qu'on rencontre, c'est-à-dire que on a
très souvent des personnes du coup un peu expertes du SEO effectivement et qui vont créer du contenu purement à destination des moteurs de recherche parce que voilà, Oui, même s'il y a un certain nombre de choses, enfin on ne sait pas tout en fait sur la façon dont fonctionne l'algo, on a quand même basé sur l'expérience de milliers de gens des retours, on connaît les bonnes pratiques, ce genre de choses, mais la difficulté et là où ça devient un petit peu je dirais, contre-productif, c'est que Google à la base a quand même une visée à essayer de comprendre au plus proche ce que comprennent les humains, enfin ce que veulent dire les humains, et à comprendre le langage humain. Et en fait, on se rend compte que par le biais de son algo, et donc parce que obligé forcément pour pouvoir pousser telle ou telle page de se baser sur des critères, des critères chiffrés, enfin des choses voilà, de l'algorithmie pure, quoi. Euh, Forcément, le problème qu'il va y avoir derrière, c'est qu'il y a des gens qui vont être jusqu'au boutiste, qui vont pousser à l'extrême en fait chacun de ces critères, et en fait, on va se retrouver avec du contenu qui sera très riche et très bon pour la partie moteur de recherche, mais en réalité, qui sera très très pauvre, on va dire, intellectuellement parlant, et qui donc en fait exactement. sera complètement contre-productif par rapport à ce qu'on vise initialement. Et souvent, je sais que j'avais vu, alors je sais pas si c'est vrai ou pas ça, mais j'avais entendu aussi qu'il y avait pas mal de gens en termes de référencement. Enfin, il y a pas mal de gens qui disaient que quand tu mettais par exemple un expert référencement et un expert accessibilité sur le même site et que chacun apportait en fait ses préceptes, il y avait certains concepts qui en fait ne pouvaient pas aller Les matchs ensemble. pas. Voilà, si Ouais. vraiment tu mettais tous les critères Mm. accessibilité et tous les critères SEO ensemble, il y a des endroits en fait où en fait ils s'opposent quoi en quelque sorte quoi. Donc Ouais, mais c'est une espèce de juste balance à trouver, j'ai l'impression des fois, tu vois, c'est pas d'aller pousser en fait le côté référencement, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à faire, mm, etc. Mais tu peux pas complètement tout appliquer à la lettre en fait, si j'ai mm, bien mm. compris. C'est une discipline complexe, le SEO, qui nécessite souvent plusieurs acteurs pour arriver à faire un bon référencement naturel, hein. Ouais. En gros, Google, il y a vraiment beaucoup de critères. Il y a à peu près 200 critères sur l'algorithme de Google. Je pense que tout le monde ne les connaît pas. Et donc effectivement, quand on veut construire une stratégie SEO, on va pas chercher, juste un expert SEO, mais on va essayer de chercher, quelqu'un qui va s'occuper de la partie contenu, qui va être expert sur la rédaction de contenu. On va chercher, quelqu'un qui va être, expert, sur la partie technique et peut-être un stratégiste, qui va réfléchir à la stratégie globale à implémenter, heu, des 2 côtés. Voilà, Ok. et puis très souvent aussi, on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de toute la partie, backlink, donc les liens entrant vers notre site. Donc ça, il y a des sociétés spécialisées dans ça qui proposent des accompagnements, sur la partie backlink. Ok. Ok, ok. Bon voilà, bah écoutez, ce matin, voilà, on voulait vous parler de cet update parce que bah, ça s'annonce quand même très impactant. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui dépendent de Google, qui a combien c'est Benoît? Ça va être 80% des parts de marché, même, ou 90 en termes de moteur de recherche, Google, je pense. Enfin, je sais pas Plus, si. plus, plus, plus. Plus que ça encore? Ah ouais, ouais. Je pense qu'en France, on doit être, moi je pense au-delà des 95. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, ils ont dans tous les cas le monopole, ça c'est indéniable. Je regarde en même temps. Ouais, j'ai une stat qui me dit 92,06. Bon, faut vérifier la source après, mais bon, en tout cas, on va dire ils ont le pignon sur rue. Et donc beaucoup de gens dépendent de ça. Parce qu'on Mmh, pense effectivement à des personnes type les gens qui sont spécialisés dans le référencement, comme tu l'as cité. Mais mmh, au-delà de ça, il y a toute la partie. Il y a tout le reste, hein, c'est-à-dire des gens, des hôtels, des e-commerce, ce genre de choses, des gens qui sont pure players, qui ne fonctionnent que par le biais d'internet et qui ne sont visibles que par le biais d'internet, et donc Google pour eux c'est primordial. Moi je pense souvent à cet exemple alors qui est un petit peu différent, mais des hôtels par exemple, et j'avais vu un documentaire sur le système de notation par exemple, où en gros en fonction des étoiles que tu donnais, des fois le mec ça pouvait lui faire perdre une demi-étoile, mais c'était une catastrophe parce qu'une demi-étoile on va dire à l'échelle de la concurrence, par exemple hôtellerie sur Paris, mmh, tu disparais complètement des radars, quoi. Et tu mmh, perds 30% de ton activité. Enfin, je dis des chiffres au hasard, mais tu vois l'idée, quoi. mmh, mmh. Donc, D'accord. à aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent l'algo Google, et donc cette mise à jour ne sera pas
sans conséquence. Je regarde dans le chat, je vois donc Bloch qui nous dit le recoupement accessibilité référencement naturel, c'est surtout l'abus qui est fait, j'imagine. Bourrer l'attribut alt, donc alt pour alternatif, en fait, c'est une balise qui décrit une image, on va dire, et qu'on renseigne. Donc bourrer l'attribut alt de mots-clés, par exemple, comme c'était beaucoup le cas, est une chose à faire et pas une chose à faire en matière d'accessibilité. Et effectivement, c'est ce qu'on dit. C'est alors autant il y a des bonnes pratiques, autant c'est le côté jusqu'au boutiste en fait qui va te perdre à l'arrivée et qui fait que ça devient incohérent et incompréhensible au niveau humain en fait. Ilou qui met yes, c'est encore nouveau et c'est cool de forcer tout le monde à faire de la quali sur les sites. Ouais, je pense que de toute façon c'est leur but, hein. C'est leur but, c'est d'essayer au plus de représenter un peu comment l'humain fonctionne et surtout répondre au plus proche en termes de être le plus pertinent. Maintenant c'est très très complexe parce que le langage humain et la compréhension humaine est ultra complexe à faire. Donc en tout cas ils évoluent encore et c'est plutôt cool. Même s'il y a des petits concurrents visiblement, on en parlera juste après, d'un article justement sur une potentielle concurrence via ChatGPT, mais on en discutera juste après. Ok, très intéressant pour cet article les amis, on va enchaîner du coup avec l'article suivant qui n'est pas vraiment un article mais plus en fait une partage de ressources, c'est un test que je voulais qu'on fasse ensemble, donc je vous partage ça rapidement. Donc l'outil s'appelle Design Stripe. Design Stripe du coup, je vais mettre ça, hop, je vais vous le mettre directement dans le chat, comme ça vous y aurez accès. Donc j'ai récupéré cette ressource d'une super newsletter que je vous conseille, donc Sony Rouault, que vous connaissez ou pas, qui a une newsletter tous les jeudis, ça s'appelle Le Jeudi c'est gratuit, c'est sur Twitter, et assez régulièrement je vais regarder un petit peu ce qu'il propose. Tac, Sony, je l'ai là qui pop. Voilà, Sony Rouault, donc j'aime bien citer les sources quand même, n'hésitez pas à aller voir, c'est très très cool ce qu'il fait, et il a un petit thread tous les jeudis voilà, qui vous renseigne un petit peu sur ce qui se passe sur les tendances graphiques, donc n'hésitez pas à aller le follow. Donc du coup là il a partagé Design Stripe qui est un outil plutôt intéressant dans la mesure où ça va vous permettre en fait de... alors déjà vous aurez accès à un certain nombre d'illustrations de base, donc que je vais vous présenter ici. Hop. Et alors c'est du freemium, il y a une partie gratuite et une partie payante, mais déjà la partie gratuite est relativement intéressante. Et là où ça va se distinguer, on va dire, par rapport à d'autres utilitaires ou autres, c'est que vous allez pouvoir énormément customiser l'illustration. Donc si je prends celle-ci par exemple qui est gratuite, hop, je rentre dans la customisation. Voilà, donc là ça charge. Je vais avoir une première base en fait d'éléments comme ceci, avec chaque élément qui est vraiment très distinct. Et je vais pouvoir aller chercher, donc changer, varier au niveau de mes palettes de couleurs, les détails de la scène, le look and feel, etc. Donc si par exemple je regarde le détail de la scène, là on est vraiment au max, on peut comme ça réduire le nombre de détails qu'on veut, tout en sachant qu'effectivement à la fin on aura accès à cette illustration, et l'idée c'est justement, vous savez, d'avoir des illus qui nous permettent comme ça de temps en temps sur des sites, soit de mettre un placeholder en attendant que le client mette ses vrais assets, soit des fois carrément d'utiliser ça en tant qu'illustration, parce que le côté illustratif des fois ça peut être très très cool dans un site. Donc vous pouvez... Pardon ? Tu peux mettre des animations sur l'outil ou pas? Aucune idée, je ne pense pas. Je pense qu'à la base c'est surtout fait pour la partie, pour cette partie, comment dirais-je, illustration. Mais je pense par contre que ce que tu peux faire éventuellement, c'est le prendre en SVG et après l'animer à part, toi si t'en as envie. Mais c'est vrai que c'est une feature qui pourrait être intéressante et voilà. Pour le moment je n'en ai pas vu en tout cas dans mes tests. Donc en gros on a un nombre de détails comme ça sur lequel on peut jouer. Ensuite on a le look and feel, donc le look and feel, l'idée c'est de dire est-ce qu'on a quelque chose qui va être beaucoup plus marqué au niveau des traits, donc si je mets au maximum vous allez comprendre, voilà vous voyez, donc avec quelque chose de très, je vais essayer de vous zoomer que vous voyez bien, voilà, ah non mais en fait si je fais ça je suis con, je peux pas, je peux pouvoir, bref, peu importe. Donc voilà, en gros quelque chose de très détaillé, de très souligné, etc, un côté, voilà, un outline, etc. Et si jamais à contrario je vais dans l'autre sens, là je perds un petit peu en détail on va dire, et je finis carrément en mode outline, donc purement que des traits, pas de couleur, voilà. Et sinon juste avant, l'étape juste avant,
Je crois qu'on n'a pas de traits, mais voilà, vous voyez, on n'a pas de détails au niveau des yeux, des visages, etc. Donc on peut choisir, ils appellent ça le look and feel. Et ça permet un peu de faire varier, d'avoir des variantes un peu au niveau des schémas. Ensuite, bon, il y a un mode shuffle variation, donc ça je pense que c'est un mode random, hein. Quand je clique, hop, ça va faire, ça va de façon aléatoire en fait reprendre les éléments, puisqu'en fait ils l'ont pensé de façon atomique. C'est ça qui est hyper intelligent et hyper intéressant, c'est qu'en fait chaque élément est un atome, c'est-à-dire est un élément à part entière, et donc on peut comme ça après aller customiser. Donc je vais rentrer, mettons, sur ce petit élément, j'ai plein de variantes en fait. Et je vais pouvoir comme ça, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir comme ça en cliquant varier sur cet élément-ci. Et donc j'ai toute une palanquée d'éléments ici sous mes yeux. Je vais pouvoir à l'intérieur même d'un élément aller changer voilà, quelques paramètres, la couleur du skin, ce genre de choses. Enfin, vraiment ça va très très loin. Ça va très très loin. Et j'ai cette option qui est intéressante de shuffle, où en gros si j'ai pas envie que ça fasse redondant d'un projet à l'autre, je peux comme ça avoir un petit mode aléatoire qui va aller tout rechallenger, mais vous pouvez vraiment aller vous-même customiser chacun des éléments. Et il y a également une partie couleur, donc voilà, ici on va pouvoir aller modifier certaines couleurs, et surtout un mode suggestion. Donc en gros pareil, exactement comme on a un mode aléatoire, on va dire, sur les variations d'éléments, on a également ça sur la partie palette de couleurs. Donc si je clique, vous voyez, il me suggère des nouvelles palettes de couleurs qui sont plutôt agréables à l'œil, on va dire. Donc je pense qu'ils ont travaillé évidemment les palettes de couleurs. Et puis je peux créer mes propres palettes, etc. etc. Et ça c'est uniquement sur une illustration, c'est-à-dire une thématique. Là je sais pas comment on pourrait appeler cette thématique, mais je sais pas, work ou peu importe, enfin en gros ça c'est une thématique. Mais si je revais sur le catalogue, alors que je fasse pas de bêtises, oui, back to catalogue, quitter en effet. Là, j'ai accès à plein de scènes de base avec d'autres objets, d'autres collections, on va dire, d'objets, etc., etc. Et donc, c'est méga intéressant, en fait, pour les gens, les graphistes, les développeurs, par exemple, qui veulent avoir des illus assez rapides, etc. Et donc, après, le modèle freemium, pourquoi? Parce que si jamais vous avez nécessité en fait, si vous n'avez pas assez d'éléments ou que vous en voulez plus, il y a une partie qui est payante, et donc il vous propose encore plus de scènes et d'objets en fait dans la version payante. Mais là, il y a un filtre de base sur gratuit, vous voyez. Donc si je vais dessus, j'ai quand même accès de base gratuitement à toutes ces scènes là, quoi. Il y en a énormément. Et il y a une pagination, donc autant vous dire que vous en avez beaucoup. Et après, ben voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, avoir des styles un peu plus particuliers, typiquement voilà, des styles un peu plus travaillés ou autres, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut payer, et c'est 20$ par mois. Donc voilà. Mais déjà, franchement, avec le gratuit, je pense que vous avez pas mal de choses à faire. Donc méga intéressant ce type d'outil. Benoît, tu connaissais ou pas du tout? Pas du tout. Je te posais la question sur les animations parce que je connais un autre outil qui s'appelle Lotifile. Ouais, Tu peux y aller dessus si ouais, tu veux. je connais ça, l'outil. Et je pense Alors, que ça peut très bien s'intégrer avec ça. C'est-à-dire que Lotifile, il te permet d'animer des visuels, ouais, des SVG, pour faire ce genre de choses-là. Donc, ouais. on le voit, hein, si tu descends, tu as d'autres exemples sur la page d'accueil. Voilà. Et je pense que du coup, tu peux combiner les deux, partir de l'outil que tu viens de nous montrer pour créer Alors, des visuels, les ouais. intégrer dans ça et faire des animations. Alors après, la question que je me pose, de mémoire, Lotifile, est-ce que tu animes dans l'outil? Parce que moi, il me semblait que Lotifile, justement, Les deux, je crois. ça permettait de... Ah, ok. Parce que, alors, l'idée de base de Lotify, là où c'était méga intéressant, et ce pourquoi d'ailleurs ça c'est vachement... voilà, il y a beaucoup de monde qui est parti sur cet outil-là, c'est que on avait en fait une nécessité, notamment en agence. Moi je me souviens quand c'est apparu, c'était vraiment un banger le truc, parce qu'on avait nécessité en fait en agence, en gros tu avais des motion designers, donc des gens qui allaient te faire des animations sur After Effects, et le problème c'est qu'il fallait recréer ça après derrière en code, et souvent tu vois c'était pas raccord. Et en fait la grosse force de Lotifile, et ce pourquoi c'est intéressant en plus d'animer justement en ligne comme tu l'as dit, c'est que tu peux en fait, comme tu l'as dit, typiquement prendre une illustration SVG issue de Design Stripe, tu vas l'animer via ton motion, via After Effects, et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de récupérer en fait toutes les informations d'After Effects et les synchroniser. En gros, tu exportes un JSON
donc un fichier au format JSON, c'est un format particulier, et tu peux l'intégrer directement en fait dans ton site, et tu as vraiment stricto la même, c'est vraiment ISO entre ce qu'il y a dans ton After Effects et ce qu'il y a dans ton site web, et c'est animé en se Exactement. basant Et sur ces données, quoi. exactement et Après, c'est optimisé. C'est surtout ça qui est ouais, intéressant, c'est que c'est optimisé. On a c'est, quelque chose vraiment de qualité, ouais, optimisé pour un site internet alors si tu regardes, tu cliques, en haut là de Lotify et que tu ouais, te mets sur la partie design, tu vois qu'il y a des intégrations pour pas mal d'outils, en fait, hein. Il est, ok. disponible, pour Figma, pour XD, ouais, il est marqué mobile, desktop et tu as une partie, éditeur, intégrée à l'outil, quoi. Ok. Alors, par contre, moi, je tiens quand même à préciser, c'est quand même important, même si, alors effectivement, c'est relativement bien optimisé. J'ai quand même eu des retours d'expérience aussi de gens qui disaient il faut pas non plus en abuser. C'est-à-dire que Mmh. typiquement, tu vas utiliser ça par exemple sur t'as une page d'accueil, une landing ou quoi, t'as une animation, tu vois, un peu phare, un truc comme ça, ou une Mmh. transition de page ou autre, tu l'utilises une fois, c'est cool, il y aura pas de problème. Par contre, voilà, le but n'est pas de faire toutes tes animes basées là-dessus, parce que là, par contre, tu vas vite avoir des problèmes de perf, et Mmh. donc il faut faire quand même attention. Mais après, c'est un outil qui est relativement génial, qui Non, aujourd'hui mais je quand je est- disais optimiser, c'est optimiser par rapport à si tu prends ton truc sur After Effects et que tu l'exportes, je sais pas, Ah oui, tu veux dire format que c'est, oui, vidéo, au niveau format workflow, au niveau workflow, c'est template, beaucoup plus, exactement. ouais, ouais. Mmh. Mais ouais, tu vois, c'est ce que dit Block, il me semblait bien, il dit. Par contre, il faut justifier l'import de la lib malgré tout, parce qu'il me semblait Mmh. bien que de base, en fait, la librairie quand même est, voilà, disons que après c'est Ecoso. encore, Mmh. ben, c'est pas qu'elle est grosse, mais après encore une fois ça dépend de ta démarche, c'est-à-dire que y aura des fois des cas où ça sera complètement justifié en fait de Mmh. l'utiliser, parce que bah, tu vas vouloir faire de l'animation, et en gros ton site est pas trop lourd, t'as pas des grosses contraintes on va dire Mmh. de poids. Par contre, voilà, il faut pas l'utiliser juste pour faire un petit truc, ou à contrario l'utiliser pour surtout, tu vois. Faut vraiment avoir une Mmh. juste balance, mais après c'est un outil qui est vraiment cool, qui est pas Ouais, mal challengé, notamment par, il y a un outil qui s'appelle Revap aussi, que tu connais peut-être, qui du propose tout. un peu ce genre de choses. Je te OK, c'est la même partage ça chose? rapidement. En gros, Revap, c'est un peu le même principe, tu vois, en termes d'animation et tout. Par contre, là où c'est un peu différent, c'est que je crois de mémoire ils ont leur propre runtime, donc ils ont leur propre moteur d'exécution, on va dire. OK. Donc, grosso modo, tu vas faire ton animation, tu vas le faire sur leur outil, qui est celui-ci là, Mmh. voilà, qui est très proche en termes de. Enfin, au niveau After, il y a quelques similitudes, mais ils ont quand même leur propre truc, voilà, qui les distingue. Et ensuite, en fait, cette anime, une fois qu'elle est terminée, tu vas pouvoir l'exécuter dans tous les environnements que tu veux, puisque c'est un peu OK, comme cool. si tu avais un genre de surcouche, en fait. Ils ont un runtime qui peut s'exécuter sur plein d'environnements, quoi. Voilà. Voilà, justement, Block qui dit, il y a le Challenger Rive, ouais, qui est fait Je vais en WASP, connecter. c'est ça. Donc c'est en WebAssembly que c'est fait le moteur. Avec impact mémoire moins important, j'imagine. Pas fait le benchmark non plus, mais c'est leur argument. Exactement, Block. C'est exactement ça. Bob de Bricoleur. Allez, moi je pars au bureau. Bonne fin de stream à tous les deux. Et bien, merci beaucoup. Merci d'être passé, Bob. À très bientôt. Plus puissant avec l'interactivité State Machine. Ouais, alors je vais OK. pas rentrer dans le détail des State Machine, parce que premièrement c'est assez technique, et deuxièmement je suis pas assez à l'aise là-dessus pour en parler, mais en tout cas c'est clairement un outil qui se place en concurrence. Clairement. Superbe. Je lis, non, je pense que j'ai pas oublié de commentaires. Donc voilà, tout ça pour dire, amis designer, amis tout le monde en fait, parce que ça peut toucher vraiment tout le monde cette partie-ci. N'hésitez pas à aller tester cet outil Design Stripe que je trouve méga intéressant, et aller tester ces différentes scènes, ces différents objets, composer vos propres scènes, et comme ça vous pouvez très rapidement en fait avoir accès à des assets hyper sympas pour vos sites. Et bonjour I am Shunred qui lance un raid de 88 personnes. Bonjour les raiders, salut tout le monde. Salut Shanred, merci Salut beaucoup pour le Shun, raid. merci pour le raid Shunred, la fameuse vanne bien pourrie. Hello tout le monde, bonjour. Allez, on va accueillir rapidement, on va faire une pause présentation très rapide. Alors je suis navré parce que vous tombez pile poil le jour où j'ai ma voix qui est complètement HS. Mais non, tu es très, très bien, Anto. J'ai une méchante crève. Alors bonjour à tous, du coup on va se présenter rapidement. Donc moi c'est Anto, je suis développeur et également animateur de cette chaîne qui s'appelle Déclic. Et je suis accompagné aujourd'hui de Benoît, ici présent. Je te laisse te présenter, Benoît. Bonjour tout le monde, moi c'est Benoît, j'ai 33 ans, donc je m'occupe d'une agence de développement web sur Toulouse qui s'appelle PicBeam et puis on a voulu lancer avec
avec Anto cette communauté et ce média un petit peu autour du web pour partager, tout un tas d'infos et de thématiques, qu'on rencontre, hein, dans les agences web et quand on est dans les métiers du web de manière générale, à savoir design, développement web, SEO, e-commerce, donc voilà. Donc Exactement. merci beaucoup Sean, Merci Sean, pour, merci pour le raid, c'est ça très très fait sympa. vraiment plaisir Yes, et ben, à la limite, et on peut bon rapidement. pour Express, bon pour Node.js à toi. Ah oui, il va bosser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Donc Sean, pour rappel, on va faire un petit shoot-out du coup de Sean. Sean, si vous connaissez pas, même si je pense qu'à peu près tout le monde connaît Sean, le roi du Non, mais matin. montre ta chaîne, elle est super cool. Yes. Alors attends, je vais faire un shoot-out. Tu vas voir, c'est une super feature en fait qui te permet de balancer en fait le lien de. Ah, je vais tester ce que ça marche. Yes, voilà. Tu vois, dans le chat, du coup, les gens peuvent avoir directement accès à son lien. Donc, Sean qui est plutôt orienté tech de façon globale et qui propose en fait une matinale qui s'appelle la Tech dans le cul, et qui vous propose du coup le tour de l'actualité tech et geek le matin à partir de 6h30. Et en général, c'est jusqu'à 9h30, je crois, mais en ce moment, comme il donne des cours, il doit partir un petit peu plus tôt. Donc rapidement, avant d'enchaîner sur notre matinale, donc nous on est plutôt orienté web. Je vais vous partager la présentation de la chaîne, comme ça dure c'est un teaser qui dure 1 minute et puis comme ça vous pourrez rapidement vous faire un petit aperçu. Merci à tous les gens qui s'abonnent, hein, c'est très très sympa. Je vous partage ça rapidement. N'hésite pas à te mute Benoît. À tout de suite. Yes. Salut à tous, c'est Anto, bienvenue sur la chaîne Déclic. Alors l'ambition de cette chaîne, c'est de vous proposer tout un tas de thématiques autour du digital et du web, du e-commerce, du SEO, du web développement, du web design, bref, toutes les thématiques qu'on peut croiser aujourd'hui en agence digitale. Énorme, énorme. Et pour ce faire, nous allons avec la team Déclic vous proposer plusieurs types de contenus. Alors tout d'abord en format de matinale, on se retrouvera sur la chaîne Twitch Déclic le matin, le mercredi et le vendredi pour traiter de l'actualité web pendant 1 heure. Ensuite des interviews, toujours en direct sur la chaîne Twitch. L'idée ce sera d'accueillir des personnalités, des entreprises du milieu du web qui viendront nous parler de leur parcours, de leur quotidien ou pourquoi pas des experts d'un sujet en lien avec le web. Troisième format, une émission de type talk show, des invités, plusieurs caméras et un sujet sur lequel on pourra échanger en live Twitch et vous aussi vous pourrez venir poser toutes vos questions en direct. Mais c'est super. Pour finir, dernier type de contenu, des vidéos en différé à consulter sur la chaîne YouTube de Déclic. Principalement, ce sera des tutos, de l'actualité ou bien des vidéos thématisées que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Voilà pour cette présentation rapide de la chaîne. Je vous invite donc à venir vous abonner sur YouTube, sur Twitch. C'était Anto, ciao! Voilà pour la présentation de la chaîne, les amis. Merci beaucoup, Dans cette Sean, vidéo, pour je ce. vais vous Oula, expliquer désolé, la ça méthode enchaîne. du Attendez, design. il faut que je mette en pause. Merci beaucoup, Sean, du coup, pour le raid et bienvenue à tous. Voilà, donc vous avez une présentation de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins vous aurez les notifications très rapides. Et puis point d'exclamation social dans le chat si jamais vous voulez avoir accès à plus de réseaux, puisque comme on l'a indiqué, on a aussi YouTube, on a plein de choses, etc. etc. On vous indique que juste en fin de stream, on va annoncer la première interview qui aura lieu la semaine prochaine. Ça va être assez cool. C'est une personne potentiellement que vous connaissez, qui est assez connue. J'en dis pas plus, Et on vous dit ça juste à la fin de cette matinale qui va se terminer d'ici. Il nous reste combien d'articles? Il nous reste 2-3 articles, je crois, et puis après on annonce ça. Allez, on reprend du coup, Benoît, si ça te va. Ouais. Tu m'entends toujours? Bien sûr, je t'entends, tu m'entends? Ouais, c'est bon, tout est ok. Allez, nickel. Bonjour à tout le monde, évidemment, qui nous a rejoint. Je suis désolé, je vois plein de messages dans le chat. Alain, Kubitek, Pomme d'API, comme Pomme d'API, on a l'habitude, on se croise souvent sur le Discord, pas le Discord, le Twitch de Sean. Serge également qui est là, JG, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, merci à tous d'être présents. Allez les amis, on enchaîne du coup avec l'article suivant et du coup là ça va être un article un peu plus tech. Aurélien, l'agence qui pose une petite question. Bonjour, bonjour j'ai pas vu. Aurélien. Pardon. Donc l'agence c'est PicBeam, PICK-BEAM. Voilà. Donc tu peux aller regarder, on est sur Toulouse. On est une petite équipe de 7 personnes qui existe depuis 1 an et demi, 2 ans environ. Et puis ce projet Déclic, ça fait depuis septembre qu'on l'a lancé. Yes. On va dire les prémices, on a commencé à réfléchir dessus en septembre quand Anto est arrivé. Et voilà, donc on l'a construit, on a lancé ce format matinal, comme l'a présenté Anto dans sa super vidéo.
Et là, on va passer sur le format interview vendredi prochain, C'est ça. Et on dira ça, 13h, on en et je dira crois plus qu'il y a après, du ouais. violent. C'est ça. Et merci beaucoup, Gis. Merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1 qui souscrit un abonnement de Yes, niveau trop 1. cool. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, ça fait méga plaisir. N'hésitez pas évidemment hein, si vous avez des primes à claquer et que vous voulez soutenir. On est une toute petite chaîne, on démarre, mais on a beaucoup d'ambition. Donc n'hésitez pas. Allez, on enchaîne rapidement du coup sur un outil que tu vas nous présenter, Benoît, qui s'appelle Ouais. MergeDev. Du coup, je te laisse en dire un peu plus. Yes, alors tu me Je te me donne l'envoies la ou- main, vas-y. Allez, super. Alors juste avant de parler de MergeDev, donc je voulais vous parler de cette petite newsletter là, TLDR, qui est une pépite. Vous pouvez vous inscrire, c'est vraiment top. En gros, je reçois du contenu vraiment qualitatif et qui nous aide aussi à préparer, cette matinale. Donc en gros, vous voyez un TLDR, j'y suis depuis pas longtemps, mais je la trouve super cool. Je reçois des mails tous les jours là qui m'envoient un peu des actus autour de la tech. Donc il y a des choses vachement intéressantes. Vous voyez, optimiser les images, des shortcuts sur Chrome. Voilà, il y a plein de choses vraiment cool qui sont sur cette newsletter. Donc allez-y. Elle m'a été partagée il n'y a pas longtemps et je l'adore. Donc sur cette newsletter, j'ai trouvé notamment ça, qui est plutôt cool, avant de parler de MergeDev. Donc une ressource, ouais, il faudra que je mette le lien dans le chat, je vous le mettrai. Vas-y, Donc, vas-y, qui je partage m'en avec- occupe. T'inquiète pas, vas-y. Vas-y, allez, fais-le. Donc, il partage pas mal de ressources pour faire du CSS. Donc, le CSS, moi, c'est un langage que je kiffe, que j'adore, et que je trouve qui est trop souvent négligé par les développeurs. C'est un peu mis de côté au profit souvent de JavaScript, de TypeScript, alors qu'on peut faire des choses super cool en CSS. Et très souvent, le CSS est la bonne solution plutôt que d'essayer d'importer des images pour faire des choses qui peuvent être faites en CSS. Zizou, de quelle heure à quelle heure la matinale et c'est quotidien? Alors, on l'a fait le mercredi et le vendredi de 8h à 9h. Voilà, Margot l'a indiqué. Ouais. Pour le moment, on reste sur ce format mercredi, vendredi, 8h, 9h. On va voir si on peut en faire plus, après on en fera plus. On commence tranquille et puis après, quand on sera peut-être un petit peu plus gros, on va dire, on essaiera d'en proposer davantage. Mais voilà, pour le moment, on préfère commencer tranquille et puis monter crescendo. Et sinon, sur l'idée du 8h, 9h, donc en gros, on a eu pas mal de questions. Est-ce qu'il faut faire 8h, 9h ou 9h, 10h, etc. Bon, on s'est dit au moins 8h, 9h, comme on donne accès à tous les replays, il n'y a pas de souci, les gens pourront aller le consulter. Donc voilà, mais s'il faut le modifier, on sera toujours à temps de le faire. Voilà pour la petite parenthèse. Yes. Bon, aujourd'hui, on va déborder un petit peu. Ouais, Parce qu'il y a c'est la sûr. surprise à la fin où on annonce notre première interview. C'est ça. Donc, on risque de déborder jusqu'à 9h15, quelque chose comme ça. Alors, du coup, je vous partageais ces ressources. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent de simplifier, de faire du CSS plutôt cool. Donc, par exemple, ce truc-là, là, Fancy Border Radius, donc, qui va permettre de faire en CSS des formes de ce type. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il suffit de bouger un peu les éléments. Salut à tous, c'est Et on Anto, arrive à bienvenue faire sur des la belles chaîne des patates clics. là qu'on peut récupérer. On récupère le border radius et puis on peut appliquer ça directement en CSS. Et ça, si on veut le faire de nous-mêmes, bonne chance pour arriver à générer ça. Donc c'est un super outil. Et très souvent, en fait, il y a des gens qui, quand ils vont faire leur site internet et qui voient des formes comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander au designer d'exporter un SVG pour faire cette forme-là. Et puis, ils vont l'intégrer. Alors qu'en CSS, on peut le faire directement. Donc, je trouvais cet outil plutôt intéressant. Voilà. Donc, il y a plein d'autres outils à l'intérieur que vous pouvez aller regarder. Voilà, moi, j'en ai un que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. J'en profite pendant que tu cherches pour remercier JK qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup pour l'abonnement et bonjour à toi. Yes, merci. Vas-y. HeyK, justement, on parlait de JK. Donc, on a cet outil HeyK qui permet de faire pas mal de choses. Donc, on voit des vagues, par exemple. Donc là, ça va générer du SVG, puis qu'on peut venir customiser ici directement. Donc ça, c'est cool. Et ça m'intéresse parce qu'on doit faire un site internet dans pas longtemps pour un client de notre côté sur lequel il y a un designer qui est intervenu et qui fait des trucs super chouettes, mais avec des formes un peu complexes de ce type. Donc c'est plutôt cool cet outil pour pouvoir faire ce genre de choses. Ok. Voilà, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous laisserai aller fouiller. Il y a un truc aussi qui est assez connu pour la partie
Flexbox, je sais pas si tu le connais, Anto. Si, bien sûr, Flexbox FlexFroggy. Froggy. Je me suis Tu connais? entraîné là-dessus et c'est là-dessus d'ailleurs enfin pas que j'ai appris, mais concrètement j'ai appris un peu la théorie. Et FlexFrog en fait, donc tu vas le présenter j'imagine, mais c'est un petit outil qui permet de faire plein de mini-jeux qui vous permettent d'apprendre en fait les Flexbox. Donc les Flexbox qui sont des propriétés CSS qui sont apparues il y a quelques années, enfin c'est relativement récent on Yes. va dire, et qui permettent d'aller beaucoup plus loin en matière de CSS. Donc oui, tout à fait, je connais et j'en profite pour saluer également Val qui nous a rejoint. Bienvenue à toi, merci beaucoup, première fois dans le chat. Yes, il est vraiment cool pour ceux qui ne connaissent pas Flex et qui veulent le tester. Ça permet, voilà, avec des petites grenouilles, d'essayer de les aligner dans, dans les petites balles. Là. Donc là, par exemple, on va tester Justify Content, Center, et puis ça va centrer nos 2 grenouilles. Et donc, on a réussi l'exercice. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Ceux qui veulent progresser en Flex, allez-y. C'est un super outil. Voilà. Donc, je parcours pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je vais passer à autre chose. Donc, pareil, sur TLDR, j'ai trouvé cette petite news. Donc, un outil qui s'appelle Merge, donc qui est orienté très développeur. Donc, c'est une startup qui vient de lever 55 millions de dollars. Donc, belle somme. Et en gros, qui me fait penser pas mal à, je ne sais pas si vous connaissez Zapier. Donc, Zapier, c'est un outil d'automatisation qui permet de créer des workflows en s'interconnectant avec plein d'outils, Facebook, Gmail, Google Drive, plein d'outils. On va dire que c'est un outil no-code, parce qu'on peut le faire et on peut mettre en place des séquences sans être développeur. Beaucoup de gens l'utilisent pour tester des choses et après, si on veut scaler, si on veut l'intégrer dans nos applications, on va chercher à le coder. Okay, donc, et pour la partie code, faut savoir que pour coder et s'interfacer avec tous ces outils-là, c'est pas simple. Donc Merge, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé une solution, une API qui va permettre de s'interconnecter avec tout un tas d'outils. Donc on voit par exemple des outils comme Asana, comme Bitbucket, comme GitHub. Et en fait, l'intérêt pour les développeurs et pour les équipes de développement qui vont utiliser toutes ces intégrations, c'est qu'en termes de maintenance, on n'a pas à suivre toutes les évolutions de ces API. Ces API, elles évoluent beaucoup, il y a tout le temps des nouveautés. Donc là, on a un outil central qui s'appelle Merge, qui va gérer toutes les connexions avec tous ces outils-là. Et puis, on n'a plus à se récupérer de comment marchent les intégrations, comment faire évoluer notre code pour respecter les nouveautés. Donc, un super outil à suivre et à regarder de près parce que les intégrations d'outils tiers, c'est très souvent complexe et compliqué à maintenir. Ok, Voilà ce que je voulais partager bientôt. cool. Très très cool, merci beaucoup pour cette presse. On a une question du coup, ça va être quoi la Oh pardon, attends, je me suis trompé de bouton. Ça va être quoi la différence avec Zapier du coup? Donc c'est Ouais, tout. Ouais, vas-y, je te laisse expliquer. Ouais, Zapier, c'est un outil no-code. Donc, c'est un outil vraiment où, même si on ne connaît pas la technique, il n'y a pas besoin de développer pour faire des intégrations. Donc, Zapier, en gros, on va programmer avec des blocs, des séquences où on va dire, par exemple, je ne sais pas, à chaque fois que je reçois quelque chose dans un Google spreadsheet, donc dès que j'ai une entrée dans mon spreadsheet, dans mon Excel, là, je vais envoyer un mail à quelqu'un et puis je vais séquencer ça avec l'envoi d'un message sur un channel Slack. Okay, ça, on le fait en no-code. L'outil dont je viens de parler, Merge, c'est de le faire depuis le code. Okay, donc d'automatiser des séquences qui vont être générées depuis une application, depuis du code, pour automatiquement envoyer un message sur Slack, envoyer un email via ça. Voilà. Donc c'est un peu la différence. Il y a un autre outil comme Zapier qui existe, qui est open source, qui s'appelle N8N aussi, qui est pas mal utilisé. Qu'on teste d'ailleurs en ce moment. Et justement hier, Anto, tu connais bien Mathieu, donc le CTO de SelfCity, Non, ça me dit rien. une startup sur Toulouse. Donc eux utilisent énormément N8N pour mettre en place des séquences d'automatisation pour tester des choses. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est que sur ces séquences d'automatisation-là, et des outils comme Zapier et comme N8N, au bout d'un moment, c'est pas scalable. Et quand il y a trop de choses, ça ne tient pas la charge. Donc ce qu'ils font, eux, c'est qu'en test,
ils vont mettre en place des séquences et ils vont les tester et puis ils vont valider que ça fonctionne bien. Et une fois que les séquences sont OK, ils viennent les coder directement dans leur solution. Donc en Dans fait, leurs applications. ça leur sert de draft en quelque sorte. Ils utilisent Exactement, ça exactement. en mode pour tester des idées, on va dire, test and learn. Enfin, disons que c'est plus pour faire ce qu'on appelle du Du POC, donc prototypage, du test, ouais, exactement. proof of Après, il y a concept. des tests qui peuvent rester parce que il n'y a pas énormément de débit et de flux qui vont arriver dessus, mais ils ont eu des surprises où la facture peut vite monter derrière, donc il faut quand même doser et savoir quand est-ce qu'on va basculer et qu'on va coder la solution. Dac. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Benoît pour toutes ces prêts. Yes. Très intéressant, pas mal de petits outils. Du coup, voilà, c'est le petit plus, on va dire, de la chaîne des clics. C'est qu'on vous propose comme ça des petites astuces, des outils qu'on voit passer assez régulièrement, qu'on teste aussi nous de temps en temps. Voilà, des fois ça va être des choses qu'on découvre, mais la plupart du temps aussi, on va vous partager des choses qu'on utilise et qu'on sait utiles. Yes, les blocs, je te Euh, dis, il faut sortir du POC au bon moment, mais carrément, c'est exactement ça. mm. Il faut trouver vraiment le bon moment. Hier, la présentation de Mathieu en question, c'était sur le code et le no-code. Donc, c'était vachement cool, vachement intéressant. Et eux, ils disaient qu'ils faisaient beaucoup de choses en no-code, mais juste pour la partie POC, pour valider des concepts, pour tester. Et donc, ils font beaucoup de choses qui balancent à la poubelle, hein, qui jettent. Et je pense que c'est ça la combinaison qu'il faut avoir entre le code et le no-code. C'est chercher vraiment à tester, à valider des principes, valider des concepts, valider des features. Et une fois qu'on est convaincu que la feature est bonne, tac, on vient la coder. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que coder, ça coûte beaucoup plus cher que faire du no-code. Et au moins, on part sur un code qui est directement maintenable, qui va être optimisé. Alors, où on va pas faire du code spaghetti, où on va pimper jusqu'à trouver le bon truc pour les utilisateurs, quoi. Voilà, les amis, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, et si vous en avez d'autres, bien sûr, à réagir, hein. C'est tout l'intérêt de Twitch. On est là pour interagir ensemble et répondre à vos questions. Je profite des fois des interventions de Benoît pour me moucher parce que mon nez, laisse tomber. Je ramasse aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais je vous fais grâce de ça en coupant le micro, évidemment. Alors, du coup, aujourd'hui, je voulais également, moi, enchaîner sur des news orientées Figma. Voilà, des petites news que j'ai vu passer sur la page, notamment Figma Release. Donc je vous partage ça rapidement. Alors plusieurs choses. Moi j'étais surtout sur la partie vérification orthographique qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vu qu'il y a encore une autre chose qui est sortie. Cet outil est fabuleux. Donc du coup Figma, tout le monde connaît à peu près, hein, outil de design, de web design qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et voilà, qui est vraiment au top du top. Et donc ils ont une page Figma Release qui est très intéressante parce que comme ça ils publient en fait toutes les nouveautés, tout ce qui sort, etc. Ça permet de se tenir au courant. Et donc on a une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui est la correction orthographique, puisque bon, ça paraît un peu aujourd'hui naturel, on va dire, sur les outils, mais en réalité c'était pas encore intégré à Figma, donc ça c'est une petite mise à jour assez sympa. Et là où c'est cool, c'est que en plus de ça, ils ont donné la possibilité d'avoir accès au niveau API, c'est-à-dire que, et d'ailleurs je vais prochainement sortir une vidéo là-dessus, on a la possibilité sur Figma de développer des plugins. J'en profite pour faire la petite pub de la chaîne YouTube qui est ici. Je vais vous présenter ça très prochainement. Je vais sortir une vidéo en fait sur comment créer ses propres plugins Figma, puisque c'est le petit plus de cet outil, c'est que on peut rajouter tout un tas de fonctionnalités en plus des fonctionnalités de base et développer des plugins. Et c'est fait en code, vu que Figma en fait est purement web, donc c'est fait en code web, c'est très facile, il y a vraiment une API qui est hyper bien faite, une documentation qui est trop bien faite. Donc je vous sortirai une vidéo là-dessus pour vous expliquer ça, comment faire un plugin un peu basique et peut-être aussi un plugin un peu plus avancé. Et donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la correction la correction en fait orthographique, ils y ont donné accès au niveau de l'API, donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent développer des plugins un peu plus intelligents, ils vont pouvoir surcharger un peu cette fonction là. J'ai un exemple d'ailleurs qui est plutôt intéressant, qui s'appelle Magic, je crois, Magician, c'est ça. Donc de base, Figma vous propose, j'ai récupéré un tweet, voilà, vous avez comme ça le check spelling, donc traduisez ça par correcteur orthographique, hein, en quelque sorte.
Vous allez pouvoir comme ça, en fait ça va souligner automatiquement un certain nombre de mots qui seraient mal orthographiés, voilà, mal écrits. Et il va vous suggérer en fait une correction. Vous avez la possibilité de choisir dans quelle langue, donc ça se fait dans toutes les langues, enfin dans beaucoup de langues. Je pense que vous avez dû voir la liste passer. Il le met juste après, je crois. C'est ici, je crois. Voilà. Voilà, ça c'est toute la liste de langues, donc elle est quand même assez conséquente. Et vous allez pouvoir du coup, si vous souhaitez développer vos propres plugins, avoir accès à cette API là, et du coup rajouter des fonctionnalités supplémentaires si vous en avez la nécessité. Donc là c'est voilà, c'est la documentation Figma développeur. Plutôt cool. Et donc cet exemple de Magician du coup qui est un plugin que je ne connaissais pas du tout, qui utilise pas mal d'IA, pas mal d'intelligence artificielle pour suggérer en gros du contenu. Donc typiquement vous pouvez taper, voilà, je cherche une icône, voilà, hand holding water, donc une main avec qui porte de l'eau, et pouf, il va vous suggérer en fait des icônes. Ça intervient aussi au niveau texte ou image, donc vous décrivez une image, boum, il vous la génère. Et aussi sur la partie copywriting, donc voilà, vous décrivez, on va dire, un contenu, et puis derrière il va pouvoir vous suggérer d'autres phrases. Et donc ils ont utilisé justement l'API en fait de ce que j'ai vu, ils ont utilisé l'API de Figma sur cette partie spell checking, et pour pouvoir en fait faire quelque chose d'encore plus boosté quoi. Donc c'est très cool parce que Figma, en plus de proposer en fait des fonctionnalités, donne accès au niveau de son API à tout, et vous avez comme ça la possibilité en fait d'aller surcharger des comportements et rajouter des choses supplémentaires. Donc c'est vraiment un super outil, et donc prochainement sur la chaîne YouTube de Déclic, je vous sortirai une vidéo sur ce sujet là qui est vraiment hyper intéressant. Et je trouve que en tout cas en contenu français, on a très peu de tutoriels sur le développement de plugins Figma. Or c'est des outils ultra puissants. Voilà, ça c'était une autre petite news Figma. Et puis autre chose que j'ai vu qui était sorti au niveau de Figma, ils ont donné la possibilité aujourd'hui, alors je sais plus, je l'avais mis ici, voilà. Donc c'est au niveau prototypage, puisque Figma vous permet également de faire donc de l'animation, du prototypage. Et donc il y a une nouvelle feature qui est sortie qui vise à sélectionner en fait plusieurs éléments. Et voilà, vous avez un système de tirette, puisque en fait de base, en fait, quand vous voulez animer un prototype sur Figma, vous allez tirer des liens comme ça, ce que j'appelle une tirette. Je sais pas si c'est un terme technique, mais peu importe. Et donc vous allez tirer plusieurs liens, et puis indiquer en fait, quand je clique sur tel bouton, tu vas m'envoyer vers telle interface. Alors il n'y a pas que le clic, il y a plein d'interactions qu'on peut faire, voilà. Mais là du coup la fonctionnalité qui est sortie permettra de prendre plusieurs éléments et de tirer un seul lien en fait de tous ces éléments vers le même vers la même destination. Donc on le voit là, hein, l'utilisateur il prend le même icône et pouf, il va directement tirer son petit trait vers le wallet juste en dessous. Donc voilà, petite nouveauté. J'aime bien de temps en temps vous mettre un petit peu à jour sur ce qui se pratique et sur ce qui se fait sur Figma. Voilà pour les petites nouveautés design. On enchaîne, je regarde rapidement l'heure, quelle heure il est, 9h12. Bon, on savait qu'aujourd'hui on allait exploser le temps, mais c'est pas trop grave. On enchaîne avec une autre news du coup, et cette fameuse question: ChatGPT va-t-il remplacer Google pour vos recherches internet? Donc un article de Presse Citron que je peux vous partager dès à présent et que je vais rapidement lire, et puis on en débat juste après. Alors, depuis quelques jours, ChatGPT, l'intelligence artificielle mise au point par OpenAI, fait beaucoup parler. Cet outil recourt à un modèle de langage avancé pour générer du contenu écrit de manière autonome, capable de rédiger des articles, des blagues, des poèmes, des programmes informatiques. Il serait également en capacité de ringardiser les moteurs de recherche tels que nous les connaissons. Donc c'est là qu'on va un peu ouvrir le débat. Est-ce qu'à votre avis, oui ou non, ça peut concurrencer Google? Donc c'est ce qu'a expliqué Paul. Je vais pas lire son nom parce que je sais pas comment on le prononce. Donc le créateur de Gmail, qui a quitté Google en 2006, précise que Google n'est peut-être qu'à 1 an ou 2 d'un bouleversement total. L'IA éliminera la page de résultats des moteurs de recherche
où ils gagnent le plus d'argent. Même s'ils rattrapent leur retard en matière d'IA, ils ne peuvent pas la déployer pleinement sans détruire la partie la plus précieuse de leur activité. Il compare le sort de Google à celui des pages jaunes qui sont devenues obsolètes avec le temps. C'était aussi un modèle économique phénoménal jusqu'à ce que Google arrive. L'IA va maintenant faire de même pour les moteurs de recherche. Cette vision ne fait pas l'unanimité dans le monde de la tech, comme le rapporte 20 minutes. Nicolas Weaver, chercheur en sécurité et réseau à l'université de Berkeley, qui n'est pas du tout de cet avis. En effet, comme il souligne, ChatGPT ne source pas ses réponses, ce qui ne permet pas de garantir leur fiabilité. Donc ça c'est un truc qu'on avait vu d'ailleurs quand on l'a testé, c'était donc la dernière matinale mercredi, où effectivement on avait discuté de est-ce que oui ou non où est-ce que ça allait chercher ces infos, et visiblement c'était une base de données en fait qui avait été, d'après nos tests, c'est ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que tous les événements, je crois que c'était post-2000... à partir de 2022 il me semble, n'étaient pas spécifiquement à jour. On avait fait le test par exemple avec la Coupe du Monde où j'avais mis ok... est-ce que qui est-ce qui a gagné la Coupe du Monde, et donc il avait bien connaissance du fait que la France avait gagné, Il s'arrête mais à 2000, pardon, il s'arrête à 2021, je crois. Il ouais s'arrête voilà, à 2021. Il a ouais, toutes les infos jusqu'à ouais, 2021. c'est ça. Et en fait ils n'avaient pas connaissance du fait que là actuellement la Coupe du Monde était en place. Ils disaient oui il va y avoir une Coupe du Monde en 2022 et point quoi. Donc c'est un peu ce point qui est souligné dans ce paragraphe. Je termine rapidement et puis on en débat. Donc Google travaille sur sa propre IA génératrice de texte. De fait, nous vous parlions l'an dernier de ce programme de recherche interne chez Google. L'idée est d'utiliser des modèles de langage de plus en plus avancés pour permettre aux utilisateurs de poser une question, tandis que l'outil est capable d'y répondre de manière fiable. Google pourrait alors croiser plusieurs sources pour donner satisfaction à l'internaute, comme le fait un humain lorsqu'il synthétise une information par écrit, notamment sur Wikipédia. Très impressionnant, ChatGPT conserve néanmoins de nombreuses lacunes, comme nous vous l'expliquons cette semaine. Nous avons fait rédiger un court article par cette IA. Si son français est correct, sa base de données s'arrête fin 2021, donc voilà, c'est bien confirmé. Elle ne maîtrise également pas les notions d'angle ou de vérification des informations. Voilà pour cet article méga intéressant de Presse Citron. Peut-être déjà toi Benoît, ton avis là-dessus, est-ce que potentiellement ça peut venir concurrencer un Google? Est-ce que Google peut commencer à s'interroger, on va dire, sur son modèle économique? Ça va peut-être pas concurrencer Google, mais il y a des alternatives. Enfin, il y a des choses qu'on pourra faire peut-être avec ChatGPT qu'on n'aura pas besoin de faire avec Google. Je pense typiquement, tu veux partager. Parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas ChatGPT, parce que tu l'as présenté mercredi, mais C'est il y a vrai. pas mal de nouveaux qui sont là aujourd'hui. Donc Pour moi, ouais, c'est vrai que GPT, c'était quasi acquis dans la mesure où tout le monde en parle, mais peut-être pas. Vas-y, je te beaucoup de laisse. gens en parlent. Vas-y, je te C'est laisse. sorti mercredi dernier, donc c'est un outil tourné qui est basé sur OpenAI, donc une intelligence artificielle, qui va nous permettre de répondre à des questions qu'on va lui poser. Alors, ce qui est cool, c'est que donc on peut parler directement avec le chat et lui va nous répondre à nos questions. Et donc, moi, je pense que vis-à-vis de Google, ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement pour les techs, pour les devs qui sont tout le temps sur Google en train de chercher comment faire telle fonction, comment faire ci. Ce chat est capable de d'écrire des fonctions et d'écrire du code directement. Donc, c'est assez puissant. Donc, par exemple, on va tester un truc. Écrit une fonction TypeScript, okay, qui écoute l'action. On va mettre l'action de l'utilisateur. J'ai mal écrit. Sur la touche entrée. Okay. Donc, à chaque fois que l'utilisateur clique sur la touche entrée, eh ben, je veux écouter cette action. J'ai bien écrit, c'est français ça? T'inquiète pas, normalement il est censé corriger. Ouais. Eh ben, il veut pas me répondre. Après, il y a un temps de réflexion des fois sur certaines phrases, donc c'est ça. C'est bon, il est en train de l'écrire. Voilà. Voici une fonction TypeScript qui écoute l'action de l'utilisateur sur la touche entrée. Et voilà, il me code directement mon truc. Et derrière, il envoie la fonction qui va permettre d'appeler le callback. Donc en gros, voilà, la fonction met un event listener sur une touche, donc sur la touche entrée, et puis on appelle une fonction dès que dès qu'il va y avoir un déclenchement sur la touche entrée.
Donc c'est assez puissant. Donc pour ce genre de truc, peut-être que ça peut être cool, quoi. Très souvent, voilà, côté tech, côté dev, on cherche comment faire des choses sur Internet, sur Google. Donc peut-être que pour ce genre de choses, ça peut être une bonne alternative. Voilà. Ok. Bon, après, il est vraiment fort, hein. Il permet de... donc nous, juste chez PicBeam, notre sujet de prédilection, c'est la Jamstack. Donc c'est une architecture de développement web qui est trop cool, qui permet de faire des solutions très performantes, accès sécurité aussi, et puis évolutive. Donc si je lui demande par exemple, écris-moi un post LinkedIn qui liste les avantages de la Jamstack. On va voir ce qu'il fait. Il est un peu lent ce matin. Ou alors vous êtes tous allés dessus et du coup, il y a trop de personnes d'un coup et il ne sait pas comment me répondre. Mais j'ai vu que à un moment donné, ils ont été obligés de couper en fait un peu le service parce que en gros, il y avait trop de monde, ça a vachement buzzé Ouais. en fait et ça a été Ouais, ça a vraiment fait le sursollicité et du coup, voilà, ils ont été obligés de temps en temps de faire des petites coupures et pour pouvoir tenir le choc quoi. Ouais. Si tu me remets, tu vois, je sais pas si vous voyez bien. Voici un post LinkedIn qui liste les avantages de la Jamstack. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la Jamstack, une approche de développement de site web qui est de plus en plus populaire ces derniers temps. Blablabla, la Jamstack est une architecture qui consiste à utiliser des API pour générer différentes fonctionnalités d'un site web, tandis que le code JS et le code HTML statique sont utilisés pour générer le contenu du site. Et il me met tous les avantages Ouais, il de la liste Jamstack. absolument tout. Franchement, j'aurais pas fait mieux, donc c'est ultra puissant, performance, scalabilité, sécurité, facilité de mise en ligne. Il a ce Voilà. côté, Et j'ai qu'à prendre ça et faire un post LinkedIn et j'ai mon post. C'est et incroyable. ce qui est assez fou, c'est qu'il a ce côté en fait information et ce côté surtout la façon de dénoncer qui est très très proche du coup du langage humain en fait, hein. C'est ça qui est assez bluffant. Et arriver à tester, enfin arriver à faire fonctionner ça et surtout à se baser sur des, même si c'est jusqu'à 2021, enfin la base de données doit être immense. Je lis dans le chat, Katie, première fois dans le chat, bienvenue à toi, qui met je viens de tester, c'est génial. Ah oui, non, mais chat GPT, donc tu vois, t'as bien fait, il y a plein de gens qui découvrent en même temps, c'est ma faute. Moi j'ai l'impression que tout est acquis parce que je passe mon temps à chercher de l'actu, mais en réalité, tu connais toute l'actualité en tout à force. Hein. oui, oui, parce que maintenant c'est un peu mon job. Mais ça a été très rapide. Hein. Ils ont eu déjà, je crois, 1 million d'utilisateurs en moins d'une semaine. Ouais. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont rués dessus. Et sur les réseaux sociaux, ça a un peu inondé le web. Par contre, il ne sait pas tout faire et ça m'a fait rire. Il y a JP qui est présent aujourd'hui, qui nous a partagé des petits tweets hier où l'outil s'est fait piéger sur des questions un peu mathématiques. Donc typiquement, je ne sais pas ce que tu avais montré, JP. Non. J'essaie de le retrouver. Voilà. Regardez celui-là. Donc une batte et une balle coûtent 1,10 $. Si la batte coûte 1 $ de moins que la balle, combien coûte la balle? Est-ce que tu sais, Anto, combien coûte la balle? Non, pas du tout. Je suis désolé, j'ai pas écouté. J'étais en train de faire un autre truc. Il y a une balle qui valent 1,10 $. Ouais. Ok. Donc la batte coûte 1 $ de moins que la balle. Combien coûte la balle? J'allais dire 10 centimes, mais je sens que je sens le piège. Voilà. Mais toi, t'es aussi mauvais que Ouais. ChatGPT. Je me doutais bien qu'il y avait un piège. Donc c'est ce qu'il a dit, 10 centimes. Et en fait, 10 centimes, s'il vaut 10 centimes, l'autre, il vaut 1 $. Donc il y a un écart que de 90 centimes. Donc la bonne réponse est bien sûr... Je sais pas. Là, franchement, ce matin, les maths, c'est mort. Oublie. 0,5. Ok. 0,5 et 1,05 et ça fait 1,10 et on a 1 $ d'écart. Voilà. Donc Ok. il se fait piéger sur des trucs comme ça. Bon, enfin, après, voilà, c'est vraiment sur du détail. Alors, si on doit parler plutôt de la partie purement moteur de recherche et concurrence au moteur de recherche, est-ce que selon toi, parce que exactement comme tu l'as fait en fait sur la Jamstack, tu as mis comme ça, oui, qu'est-ce que la Jamstack, et il va chercher directement une réponse. Alors, est-ce que pour toi, tu penses que ça peut faire de l'ombre à Google ou est-ce qu'il va y avoir une différence, on va dire? Peut-être sur les réponses rapides, effectivement. Attends, tu peux repasser en plein écran comme ça on te verra bien. Voilà. Peut-être sur les réponses où ça nous arrive d'aller sur Google juste pour avoir la réponse à une question.
Donc, peut-être que pour ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, mais moi, je le vois comme un assistant, hein, vraiment comme un assistant qui va nous aider à faire des choses. Donc, écrire des articles. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont s'en servir, écrire des articles de blog, écrire des articles sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir la base et de pouvoir derrière travailler. Je vois dans le chat pourquoi les baleines ne comprennent pas JavaScript. Parce qu'elles n'ont pas de nageoire pour cliquer sur les boutons. Excellent. Et donc, ouais, moi, je le vois comme un assistant. Après, il va falloir retravailler bien sûr le contenu, etc. Mais ça nous permet d'avoir une bonne base. Franchement, je suis impressionné par les résultats de l'outil. Et je voulais Ok. juste partager, si tu peux me remettre en grand écran, Ouais. un autre outil que j'ai trouvé vis-à-vis de ChatGPT. Et là, je suis assez bluffé. Je ne l'ai pas testé. Mais s'il y a des développeurs dans le chat, franchement, allez le tester. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ça s'appelle Commit GPT. Ok. Donc, c'est une lib dispo sur GitHub. Hein. Il y a déjà 539 stars, alors que le truc a été lancé il y a 5 jours. Donc, assez incroyable. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer automatiquement les messages de commit. Donc, c'est un truc, à chaque fois, on se prend la tête pour savoir quel message de commit on va faire, en utilisant ChatGPT en fonction du code qui aurait été fait. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je trouve ça assez ouf si ça marche bien. Donc, s'il y en a qui veulent aller tester et me dire si ça marche bien. Donc, en Alors, gros, il va regarder dans le code qu'est-ce qui aurait été modifié et il va proposer, en fait, vous voyez hein, l'exemple. Voilà, il va proposer tout un tas de messages de commit prêts à l'emploi vis-à-vis des modifs qu'on a fait. pour info, Et il juste permet d'expliquer rapidement, aussi, Benoît, juste ouais, pour expliquer, parce que peut-être il y en a qui connaissent pas, quand on parle de commit, en fait, c'est parce que quand on est dev, du coup, ouais. on versionne notre code. C'est-à-dire qu'en gros, on prend notre code pour faire nos sites et on l'envoie en fait vers un serveur distant. Et en fait, ce que ça nous permet, c'est de bosser entre nous, on va dire, et surtout d'historiser en fait, d'avoir un historique de tout ce qu'on a fait, pouvoir revenir en arrière, etc. Et donc, quand on fait ce qu'on appelle un commit, l'idée c'est que on fait comme on va geler, on va dire, à un instant T le code et envoyer en fait le code qu'on a produit. Et à chaque fois, on est obligé en fait de mettre un message pour ce commit, un message en lien pour que les autres comprennent en fait au niveau de l'historique qu'est-ce qu'on a fait, et puis garder une trace tout simplement. Voilà. Et donc c'est là qu'intervient en fait cet outil qui permettra de suggérer. Alors on n'a pas trop compris avec Benoît comment ça fonctionnait et comment est-ce qu'il arrivait à comprendre en fait en quoi consiste le travail, mais en fait il arrive à capter directement tout seul quel est le code qu'on a fait et en gros en quoi ça consiste et il suggère un message en fonction. Donc voilà. Tu fais bien de vulgariser, Anto, parce Ouais. qu'il y a Serge qui nous dit: «C'est difficile pour moi, vos termes». Donc on va essayer de Euh, vulgariser à mort tout ce qu'on essaie Ouais, d'expliquer. voilà, désolé, là c'était une petite partie technique, mais voilà, c'est juste pour expliquer que grosso modo, il y a plein de gens en fait aujourd'hui qui vont se servir de ChatGPT. En fait, ils vont en gros l'utiliser, mais pour des usages bien détournés. Et donc, typiquement, nous en tant que développeurs, ben, cet exemple-ci, qui est un exemple parmi tant d'autres, où tu vas pouvoir directement en fait avoir un message pré-généré en fait, et t'as pas à te soucier de comment tu vas décrire en fait le travail que tu viens de faire. Et c'est assez bluffant en fait. C'est une petite chose, mais c'est pour dire en fait toute la portée de ChatGPT et qu'en fait il y a beaucoup d'usages détournés et qu'aujourd'hui je pense qu'on est à 5% en réalité du plein potentiel, on va dire, de cet outil qui est vraiment vraiment intéressant. Et autre chose qui est méga intéressant, c'est que donc l'entreprise qui s'appelle OpenAI, qui est donc l'entreprise qui a développé cette technologie-là, était déjà connue auparavant pour avoir développé une technologie qui s'appelle DALL-E et qui permet en fait de générer des images en fonction de ce que tu lui donnes. Donc tu lui dis je veux une image de je sais pas moi, d'un festival de musique la nuit où tu décris ton truc et il va te faire une image. Et donc combiner les deux, ça veut dire que potentiellement, alors on se projette et encore une fois ça sera pas exactement comme ça, mais potentiellement tu peux imaginer que on sorte un jour des outils, demain tu dis ben, je veux faire un article sur la thématique comme on a dit tout à l'heure, je sais pas moi, de la Jamstack, ou tu veux faire une thématique sur un clavier et une souris qui viennent de sortir ou peu importe, tu tapes en fait, tu dis à l'IA rédige-moi en fait un article sur cette thématique et génère-moi les images en conséquence. Enfin, tu vois, on peut imaginer beaucoup de choses. Après, encore une fois, et comme l'a dit Benoît, et je suis 100% d'accord, je ne pense pas que l'IA va être quelque chose qui va complètement remplacer, mais
enfin, qui va être là pour complètement remplacer, mais plus pour assister dans certaines tâches qui peuvent être un peu moins à valeur ajoutée, on va dire. Et encore une fois, nous, quand on a fait nos tests, ce qu'on a remarqué, j'ai vu beaucoup d'articles dessus où tu avais des journalistes qui en fait testaient l'IA. Et là où c'était le plus intéressant, c'est quand effectivement tu avais tu apportais déjà des éléments et que lui ne s'occupait que de la mise en forme. Donc tu donnais par exemple, je sais pas, tu veux rédiger un article sur les mouches, j'en sais rien. Tu vas dire, ok, rédige-moi un article sur les mouches. Tu décris leur milieu de vie en disant que elles vivent dans tel et tel endroit. Enfin, en gros, tu vas porter tous les éléments, on va dire, de ton article en quelques points et en quelques lignes. Tu vas vraiment décrire les idées et lui, il va tout formater pour que le texte soit facilement lisible par un humain. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que ça va t'assister comment dirais-je, sur ce point-ci. Voilà. C'est à mettre l'horaire l'horaire de la matinale. Ben, c'est pas bête, je vais le rajouter immédiatement. Benoît, on peut enchaîner rapidement. Je sais pas si tu avais d'autres sujets là-dessus ou si on peut enchaîner rapidement. Non, tu peux enchaîner. Yes, On ok. était bon là-dessus. Ok. ChatGPT. À regarder, un outil, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se construire autour de ça. Donc on voit un petit peu cet outil-là pour la gestion des commits. Mais ça va être utilisé, hein. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un outil, là, comme je vous l'ai montré, qui permet de chatter en live, mais derrière, il y a aussi une API, hein, donc une interface de programmation. Donc pour pouvoir être utilisé au sein d'applications web, hein, pour pouvoir intégrer directement ce ChatGPT dans des applications. Donc on va voir comment ça va être utilisé. J'ai hâte de voir un peu tous les cas d'utilisation de ce truc-là.